Au menu de l'actualité de ce lundi 19 janvier 2015, la visite du président Faure Gnassingbé à Cotonou au Bénin. Le chef de l'État est allé participer aux travaux du 18e sommet de l'UEMOA consacré aux perspectives de l'institution sous-régionale 20 ans après sa création et à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le deuxième bataillon d'intervention rapide reçoit le drapeau national. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au camp général Améi de Kara et présidée par le chef de l'État, chef des armées. Tous les citoyens togolais en âge de voter et résidant dans la zone 1 appelés à se rendre dans les centres de recensement et de vote dès demain pour se faire enrôler ou s'assurer que leur nom figure sur les listes électorales de 2013 affichées dans les 10 centres. Au cours d'une rencontre cet après-midi avec la presse, la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement officiel des opérations de révision des listes électorales qui se dérouleront du 20 janvier au 23 février 2015 sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a effectué ce lundi un séjour au Bénin, à Cotonou précisément, où se sont tenus les travaux du 18e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'équipe de reportage de la TVT qui a accompagné le président de la République dans son voyage vient de rentrer en studio. Nous aurons les images de cette conférence dans le courant de cette édition. Il y a quelques jours, le premier bataillon d'intervention rapide basé à Lomé recevait des mains du président de la République, chef des armées, les couleurs nationales au cours d'une cérémonie marquant le démarrage officiel de sa mission. Hier, c'est au tour du deuxième bataillon installé à Kara de bénéficier de la même attention de la part du chef de l'État, dont nous allons voir d'abord les images de l'arrivée sur les lieux dans ce reportage signé Nestor Mouzou. Le chef de l'État est arrivé au camp général Maoulikulimi Améi de Kara peu après 16 heures. Faure Gnassingbé reçoit les honneurs militaires. Le président de la République passe en revue la troupe du deuxième bataillon d'intervention rapide. Les honneurs ont été placés sous le commandement du colonel Pacha Soroyo, chef du 4e secteur militaire. Le président de la République salue les autorités militaires et civiles avant de s'installer. La création des deux bataillons appelés 1er et 2e BIR, bataillon d'intervention rapide, est l'une des décisions prises dans le cadre du processus de refondation de l'armée togolaise décidé par le chef de l'État en juin dernier. Si le 1er BIR va avoir pour mission principale la défense de l'espace de la première région militaire située au sud du territoire national, le deuxième va se charger de la région nord qui va de Blita à Saint-Cassé. Retrouvons Nestor Mouzou pour le résumé de la cérémonie de remise du drapeau national à cette deuxième entité militaire. Voici les troupes du deuxième BIR, bataillon d'intervention rapide. Ce 18 janvier 2015 constitue le jour de naissance de ce bataillon avec la remise du drapeau national par le président de la République, Faure Gnassingbé, au chef de ce corps, le commandant Latiembe Combaté. La mise en place du deuxième BIR s'intègre dans la concrétisation de la vision du président de la République, chef des armées, qui veut renforcer les structures des forces de sécurité et de défense en vue de leur permettre une meilleure efficacité.
Le 2e BIR est une composante de la 2e région militaire. Le 2e bataillon d'intervention rapide, installé ici, même dans la 2e région militaire, à l'instar du 1er bataillon d'intervention rapide, basé à Lomé, dans la 1re région, sont tous deux des unités dotées d'une capacité de feu exceptionnelle. Leur mobilité et leur réversibilité sont autant de caractéristiques propres à elles et qui leur permettent de mener à bien leur mission partout où elles sont déployées et quelle que soit la nature du terrain. Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces armées togolaises ne cesseront de vous témoigner leur gratitude pour les inlassables efforts consentis en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. En dehors du 2e BIR, la 2e région militaire comprend le 23e bataillon motorisé à Sokodé, le 25e bataillon blindé à Mango, le régiment parachutiste commando de Kara et le 4e régiment interarmes de Nikourma à Dapaon. Aussitôt après la réception du drapeau des mains du chef des armées, les troupes constitutives du 2e BIR vont défiler devant lui sous les yeux de nombreuses personnalités militaires et civiles massées dans les tribunes. Nestor Mouzou. C'est demain, mardi, que débutent les opérations de révision des listes électorales dans la zone 1 pour la présidentielle de 2015. Une étape importante du processus électoral dont la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement officiel cet après-midi en présence des médias à qui des explications ont été données sur les différents aspects de cette opération. Prudence Zinsou. Les électeurs togolais de la zone 1 peuvent se rendre dès ce mardi dans leur centre de recensement de vote CRV pour se faire enrôler ou vérifier leur nom sur les listes qui y seront affichées. C'est le top départ des opérations de révision des listes électorales qui débutent ce 20 janvier dans la zone 1 et qui va couvrir 7 jours. Une phase importante qui permet à la CENI de procéder à une mise à jour du fichier électoral conçu en 2013 afin de le réactualiser par rapport aux réalités actuelles. La mise à jour du fichier électoral traduit surtout notre recherche de fiabilité, en veillant à ce que les listes électorales répondent aux critères d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité et d'inclusion, gage et facteur de la crédibilité de l'élection présidentielle de 2015. Pour y parvenir avec efficacité et en raison de la disponibilité des moyens mobilisés, la CENI a procédé à un découpage opérationnel du territoire national en 3 zones. Les opérations durent 7 jours par zone, incluant un week-end complet. Elles commencent chaque jour à 7 heures et sont clôturées à 16 heures. 4088 CRV sont mises en place pour accueillir les populations à la révision des listes, de même que 1675 kits d'enregistrement biométrique, 3200 opérateurs de saisie OPS, 100 logisticiens, de nombreux manutentionnaires, 200 maintenanciers, 50 administrateurs de bases de données, 45 assistants comptables dans les CELI
et plus de 30 000 agents électoraux de divers ordres. La CENI a également apporté des innovations à cette phase du processus électoral. Les anciens électeurs ont la possibilité de vérifier leur nom en envoyant le numéro de leur carte d'électeur au 1010 ou se rendre sur le site internet de la CENI, le www.ceni-tg.org. Si le vote est un acte civique, comme on le dit souvent, s'inscrire sur la liste électorale de sa circonscription constitue la toute première étape de l'expression de ce civisme. Alors pourquoi s'inscrire? Les réponses à cette question dans ce dossier de Joseph Amega. Le processus pour les élections présidentielles au Togo suit son cours et chaque acteur de la vie nationale est appelé à jouer pleinement son rôle. Un processus inclusif, participatif, tel que voulu par l'État togolais. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est avant tout une démarche volontaire. De la même façon que lorsque vous allez à un concert, si vous n'avez pas un ticket, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle de concert. Le premier ticket pour jouir pleinement de son droit de choisir son dirigeant. Dans le cas d'espèce, il s'agit pour nous de choisir donc le chef de l'État. Le premier ticket dont on peut se prévaloir, c'est la carte électorale. Et pour que l'administration puisse vous établir la carte électorale, il faut que l'administration ait votre nom dans son fichier. Et donc le principal fichier sur la base duquel l'administration vous établit la carte qui elle-même vous donne le droit, d'aller le jour du vote, choisir celui qui va diriger le pays, ou même pour ceux qui ont la prétention d'être candidats, vous ne pouvez pas être candidat si vous-même vous n'êtes pas électeur. Donc le premier pas effectivement c'est d'aller se présenter, se faire inscrire. Ensuite, pour ceux qui veulent être candidats, se porter candidat, mais pour ceux qui ne sont pas candidats, qu'ils puissent dire moi aussi j'ai contribué à choisir la personne qui pour les 5 prochaines années va présider un peu aux destinées du pays. C'est un peu aussi une façon pour les citoyens, lorsque le président sera élu, de dire, avant que tu ne sois à ce poste, j'ai contribué par ma voix à élire. Et donc à partir de ce moment, tu me dois des comptes ou j'ai un droit de regard sur la façon dont tu gères la res publica. L'inscription sur les listes électorales permettra donc à tout citoyen de prendre part au vote lors des prochaines consultations. C'est aussi la voie indiquée pour s'impliquer et prendre part à la vie démocratique du pays en faisant entendre sa voix. Le citoyen accomplit ainsi son devoir civique. Grâce à cette inscription, le citoyen reçoit au moment opportun un avis écrit qui lui permettra de connaître l'adresse du bureau de vote où il pourra exercer son droit de vote et exprimer librement son choix. Et voici ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et tous les électeurs que les listes électorales de 2013 sont affichées dans les centres de révision pour contrôle. Pour contrôle, chaque électeur est prié de bien vouloir consulter la liste de son centre pour s'assurer que son nom y figure. La CENI compte sur le patriotisme, l'engagement civique et citoyen ainsi que la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération de révision des listes électorales. Signé Tafa Tabiou, président de la CENI. De la fiabilité des listes électorales dépendent la crédibilité et la légitimité d'une élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale. Pour avoir des listes fiables, l'État doit procéder à chaque échéance électorale à une révision en amont de celle-ci. C'est dire donc l'importance de l'opération qui débute demain, comme l'atteste ce dossier réalisé par Adolphe Apaka. Les listes électorales sont un maillon important dans le processus électoral. Leur fiabilité augure déjà des élections crédibles et par conséquent la légitimité du vainqueur issu des urnes. Si en 2013 on a fait une élection et qu'il y avait une liste à l'époque, pour la nouvelle élection que le pays va connaître en 2015, forcément il faut réviser la liste et s'assurer que la crédibilité même du processus électoral et la légitimité que la personne qui va être élue à la fin, la crédibilité dont les gens vont se prévaloir, dépendra de la fiabilité donc de la liste électorale. Les listes électorales constituent en effet un fichier permanent dans le processus électoral et elles font l'objet d'une révision avant chaque scrutin pour des raisons précises. Il y a des personnes qui ont pu avoir perdu la vie et forcément ces personnes n'ont plus le droit de voter. De l'autre côté,
il y a un certain nombre de personnes qui, au moment où on faisait la dernière opération de vote, n'avaient pas l'âge légal pour voter. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont atteint l'âge de 18 ans. Et donc, forcément, en application du droit que ces personnes ont de voter, il faut que ces personnes-là veillent à ce que leur nom soit inscrit sur les listes électorales. D'autres éléments qu'on prend en compte pour justifier la nécessité donc de faire la révision des listes électorales, c'est le fait que de par leur activité professionnelle, certaines personnes peuvent avoir déménagé. La révision impacte donc l'évolution du fichier électoral et elle se fait conformément à l'article 51 du Code électoral togolais sous la responsabilité et la direction de la Commission électorale nationale indépendante. C'est alors une opportunité donnée aux citoyens de pouvoir se faire établir sa carte d'électeur sans laquelle nul ne peut jouir de son droit sacré, celui de voter. En cette phase du processus électoral, il est du devoir de tous les partis politiques qui animent la scène politique nationale de mobiliser leurs militants afin que ceux-ci aillent s'assurer qu'ils figureront bien sur le fichier électoral le moment venu. Le parti UNIR a débuté cette campagne de sensibilisation depuis un bon moment déjà. Ces différentes cellules sillonnent en effet ville et campagne pour appeler militants et sympathisants à se faire enrôler dès le lancement de l'opération de révision des listes. Madame Dédé Ekoué, ministre de l'Action sociale, a ainsi conduit une de ses équipes de campagne du parti à la Colombe Blanche à la rencontre des populations d'Amadahomey et de la zone 10 ce week-end. Reportage Augustin Kossi, Silver Aboudou. Les populations d'Amadahomey et les militants de la zone 10 des cantons d'Aplaougakli et Sagado du parti UNIR, Union pour la République, à l'école des procédures d'enrôlement sur la liste électorale. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation Dédé Aroufa Ekoué les a instruits sur l'importance de la carte d'électeur et la nécessité pour tout citoyen en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale. Ceci est un devoir de citoyen et ça nous permet d'être prêts pour les élections présidentielles, de s'assurer que chaque citoyen puisse apporter sa contribution à la réussite des élections présidentielles. C'est aussi un élément pour assurer le calme dans les bureaux de vote, parce que certains veulent voter mais n'avaient pas pris les dispositions nécessaires pour se faire enregistrer et pour avoir leur carte. Donc c'est dans cet esprit de citoyenneté, de promotion de la paix dans notre pays, de promotion de la paix particulièrement pendant la période des campagnes présidentielles, que nous avons demandé ici l'assistance de tout un chacun, militant ou pas, de tout faire pour sensibiliser chacun d'entre nous à se faire enregistrer. La révision des listes électorales est prévue du 20 au 26 janvier dans la zone 1 qui regroupe le Grand Lomé, la région maritime, les préfectures d'Agou et de Koto. Il est aussi attendu des citoyens des comportements civiques pour la réussite des opérations. Pendant ce temps, les différentes unités de la FOSEP 2015 continuent leurs exercices de sécurisation du processus électoral. Premier test demain avec la sécurisation des opérations de révision des listes électorales. À l'instar des autres unités, la FOSEP Savane a effectué ce week-end des exercices de simulation afin de s'assurer que les stratégies apprises pour le bon accomplissement de sa mission ont été bien assimilées par les troupes. Désiré Aloye. C'est supposé le jour du scrutin présidentiel, un vote que tout le monde veut libre et paisible. Mais il peut y avoir des perturbations ici simulées dans un bureau de vote. Pour contrer ce genre de situation, la FOSEP, Force Sécurité Élection Présidentielle 2015, est déployée sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région des Savanes, elle est fin prête pour assurer le bon déroulement du processus avant, pendant et après l'élection. Une simulation pour restituer la méthode dans les normes apprises. Vous avez vu que c'est des forces de l'ordre qui se sont mis à une simulation. La simulation reflète ce que la période que nous vivons attend de nous. Les forces de l'ordre sont prêtes pour sécuriser le processus électoral qui est déjà en cours au Togo. À la lueur de ce qui vient de se passer, de ce que nous venons de voir, nous pouvons dire que la sécurisation du processus électoral est assurée. Nous comptons sur cette force et nous croyons que tout est fait prêt pour un bon processus électoral.
La POSEF est une force mixte de policiers et de gendarmes appelés à jouer leur rôle dans l'ordre établi. Ils seront déployés dans les 5 préfectures de la région des Savanes pour maintenir le calme durant le processus. Les médias aussi ont leur rôle à jouer dans ce processus. Leur responsabilité dans le maintien de la paix sociale durant cette période étant très grande. Les acteurs en sont conscients, raison pour laquelle ils se sont retrouvés ce lundi pour 5 jours d'une formation qui devra leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour un meilleur traitement des informations à mettre à la disposition du public. Un reportage de Luc Assis présenté par Christine Petcheki à Loudé. À quelques semaines des élections présidentielles, les professionnels des médias se forment sur le traitement des informations en période électorale. Des informations qui doivent être, selon les formateurs, crédibles, impartiales et socialement utiles aux populations en vue de renforcer la cohésion nationale. Les premiers jours, les communications vont permettre d'échanger sur le thème générique de cette formation. Et il y aura des travaux pratiques qui vont se faire. Les participants à l'atelier iront sur le terrain, interviewer des gens, revenir, se retrouver en groupe et faire un peu de simulation afin qu'on puisse jauger de leur capacité, de la maîtrise du thème. Et pour ce rendez-vous électoral, les partenaires techniques et financiers du Togo présents à cette session ont exhorté les professionnels des médias à tirer le meilleur de la rencontre afin de promouvoir l'équité et le professionnalisme durant cette période. Je pense que ça nous oblige à ne pas tenir, ni soutenir, ni encourager des propos qui divisent la population, mais au contraire, à construire des ponts entre les Togolais. Représentant le ministre en charge de la communication, le directeur de cabinet Jean-Louis Gomez a également invité les journalistes à une prise de conscience de leurs responsabilités et rôle social durant le processus électoral. À 24 heures du début des révisions des listes électorales, tous les acteurs impliqués sont appelés à œuvrer pour un déroulement apaisé de cette échéance. La paix étant une question d'état d'esprit, tous les Togolais doivent s'approprier ce concept. Il y va de la cohésion sociale et du développement du pays. C'est ce que semblent viser les ministères en charge de la formation civique et de l'action sociale en prenant l'initiative de lancer des cours modulaires d'auto-formation à l'éducation à la paix. Des supports CD, DVD, clés USB et même un site web ont été élaborés à cet effet. Une campagne nationale a été lancée dans ce sens ce lundi à Palimé, une initiative soutenue par l'UNESCO. Comment provoquer? Facteurs fondamentaux dans la recherche d'un développement socio-économique durable au Togo et dans l'espace CEDEAO, la paix et la cohésion sociale font l'objet d'une attention particulière étant donné des situations de crise et de conflit ces dernières années dans le monde. C'est dire qu'il faut encourager et soutenir des comportements responsables marqués par l'acceptation de l'autre, la protection de la chose publique. Il faut donc œuvrer pour l'enracinement de ces idéaux qui favorise l'édification d'une nation solide. Cela leur permet d'apprendre et d'avoir suffisamment de compétences sur qu'est-ce qu'il faut faire pour acquérir cette paix, pour pouvoir la maintenir. Parce que la paix, elle contribue au développement, elle permet aux sociétés de se développer, elle permet aux gens de vivre dans la quiétude. C'est une bonne initiative. Et au niveau du PSE, vous savez qu'il y a les 3 axes stratégiques. Mais tout cela ne peut se faire sans un climat de paix. Pour ce faire, des cours d'auto-formation à l'éducation pour la paix sont en phase de vulgarisation sur l'ensemble du territoire. Des cours sur des supports tels des DVD, des CD, des clés USB et des affiches éducatives. Produits par l'UNESCO avec la collaboration de la BAD et la CEDEAO, ces cours se décomposent en 7 modules, entre autres, culture de la paix et gestion des conflits, droits humains, citoyenneté et civisme.
La ministre du Développement à la base vient d'effectuer une visite à Yakar, un village de la préfecture de Doufelgou. L'école primaire publique de la localité bénéficie du programme d'alimentation scolaire, les cantines scolaires comme on les appelle. Et Madame Victoire Tomega Dobé est allée se faire une idée du fonctionnement de ce programme qui est un volet du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+. Reportage Nestor Mouzou. L'école primaire publique de Yaka, dans la préfecture de Doufelgou, est l'un des établissements bénéficiaires du programme alimentation scolaire ou cantine scolaire. En visitant cette école, la ministre du Développement à la base vient à la rencontre de différents acteurs pour voir le fonctionnement du programme. Les cantines scolaires visent à améliorer l'état nutritionnel des enfants des écoles des zones pauvres et vulnérables. Elles ont pour objectif aussi de contribuer au relèvement des rendements scolaires dans ces localités. Depuis que ce programme a commencé à Yaka, des changements sont observés. Avec l'arrivée de la cantine scolaire, la dispersion scolaire a cessé. On note la portalité et l'acidité. Le taux de fréquentation a augmenté. Et le taux de réussite également aussi a connu une augmentation. Aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer cette vision du chef de l'État par le biais du ministère du Développement à la base. Notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs qui sont impliqués dans le programme, notamment accompagner les femmes mamans cantines, et contrôler la qualité, la quantité, les aider à mettre en place tous les dispositifs, le dispositif de lavage des mains et le dispositif pour servir aux élèves, et tout le matériel, il faut surveiller et contrôler pour que tout se passe bien. À l'école primaire publique de Yaka, ce sont 525 élèves qui ont droit à un repas par jour. Pour l'année scolaire 2013-2014, le gouvernement togolais a financé la distribution de repas quotidiens à 31 131 élèves sur un ensemble de 138 écoles dans les 5 régions économiques du pays. Il est prévu pour l'année 2014-2015 de toucher 315 écoles pour près de 70 000 élèves et pour une allocation d'1 milliard de francs CFA du gouvernement et de 2 milliards 250 millions de francs de la Banque mondiale. Le gouvernement togolais se prépare à mettre en place une justice restauratrice pour les enfants en conflit avec la loi. Il a réuni pour ce faire les acteurs impliqués dans la protection des mineurs afin que ceux-ci procèdent à la validation des directives nationales pour la justice des mineurs. Une rencontre de 5 jours qui se veut un cadre de renforcement des capacités des participants afin de leur donner les outils nécessaires pouvant leur permettre de relever les défis de la délinquance juvénile au Togo. Reportage Kwasi Glé, Sonia Amenikbo, présentation Élisée Kodo. Le taux élevé de la délinquance juvénile au Togo en appelle à l'attention collective sur la nécessité de renforcer la protection du mineur victime ou auteur d'infraction. La présente rencontre va permettre aux différents acteurs impliqués dans la protection des mineurs d'échanger sur l'ensemble des dispositifs institutionnels et juridiques contenus dans ce guide. La manière dont un enfant est traité lorsqu'il est en conflit avec la loi, ce n'est pas de la même manière qu'un adulte est traité. Donc il y a des cas spécifiques en raison de leur âge, donc de leur vulnérabilité. Il y a des prises en charge spécifiques. Le Togo s'est engagé depuis 2005 dans un processus de modernisation de la justice. Ce processus permet également aux mineurs d'avoir accès à une justice adaptée, protectrice conforme aux normes et standards internationaux. Dans le cadre du programme de la modernisation de la justice, il a été rappelé aux magistrats l'importance d'une formation spécialisée pour toutes les étapes de la procédure visant une prise en charge adéquate de l'enfant. Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle organisation judiciaire, des juges pour enfants ont été nommés aux tribunaux d'Atapamé, de Palimé, d'Aného, de Kara et d'Apaon. Et le ministère de la Justice compte poursuivre les efforts dans ce sens pour atteindre à terme les autres tribunaux du pays. Ce guide est inspiré des standards internationaux de justice pour mineurs et des articles 300 à 352 du Code de l'enfant. Il servira de document de base pour mineurs et devra contribuer à l'amélioration de la pratique des policiers dans la prise en charge des cas de mineurs en conflit avec la loi.
Les enseignants qui interviennent dans la formation des magistrats, appelés eux-mêmes à suivre une formation mais en informatique, pilotée par le CFPJ, le Centre de formation des professions de justice. La matière informatique va en effet faire son entrée dans les méthodes pédagogiques au département des magistrats pour une meilleure qualité de l'enseignement, et il est nécessaire que les enseignants se familiarisent avec cet outil. Reportage d'Anjuma Ali, Clarisse Atikle. Les professionnels de la justice veulent désormais intégrer l'outil informatique dans leur méthode d'enseignement et de travail. En plus des instruments pédagogiques du Centre de formation des professions de justice, CFPJ, ces enseignants du département des magistrats apprennent ici à utiliser les logiciels, notamment le PowerPoint, permettant ainsi de dispenser les cours par vidéoprojection. Ils auront également la possibilité de faire des recherches en ligne pour une mise à jour des cours. Certains formateurs ne maîtrisaient pas bien cet outil et d'autres pas du tout. Et donc nous avons voulu, à travers cette formation, rassembler tous les formateurs, qu'ils soient magistrats ou non magistrats, pour suivre cette formation. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous de parler des outils et méthodes pédagogiques au CFPJ qui cumulent à la fois les méthodes magistrales, les méthodes interrogatives et les méthodes actives qui mettent l'élève au centre de l'apprentissage, au centre de l'action pour acquérir le savoir à partir de sa participation personnelle et améliorer ainsi la qualité de la formation. C'est un programme triennal de formation continue qui couvre la période 2015-2017. Enseignants du CFPJ, magistrats, secrétaires de parquet, notaires, officiers de police judiciaire, bref, tous les acteurs de la chaîne judiciaire sont retenus pour cette formation. À l'heure où l'informatisation des chaînes judiciaires est amorcée, l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les acteurs judiciaires demeure primordiale. Et tout au long de l'année 2015, une trentaine de sessions de formation aura lieu sur l'initiation à l'informatique, la déontologie des professions judiciaires, en passant par la justice pour mineurs et les droits humains en milieu carcéral. L'ONG M-Afrique fait le bilan de ces 10 années d'activité au service des couches démunies et décerne des prix à tous ceux qui ont contribué de diverses manières à l'atteinte de ces objectifs. Cela s'est passé ce matin à Lomé en présence de 2 membres du gouvernement, le ministre Senou et Dédé Ekwe, des acteurs nationaux et internationaux de la santé et des partenaires techniques et financiers de l'organisation. Élisée Kodo. Durant 9 ans, l'ONG M-Afrique s'est investie aux côtés des couches vulnérables sur toute l'étendue du territoire togolais afin de les soulager de leurs pathologies. Aujourd'hui, cette équipe médicale célèbre ses 10 ans d'activité dans le domaine sanitaire et la promotion de l'éducation. 10 ans qui offrent un espace d'échange, de partage et de réflexion sur ce qui a été fait et les perspectives. En 10 ans, nous avons pu donner la chance à des paysans, aux populations rurales, aux populations carcérales d'avoir des soins de qualité. En 10 ans, nous avons donné la vision, la mission d'amener, de rapprocher l'hôpital vers les populations par des actions humanitaires. Les actions menées par M-Afrique rentrent dans la droite ligne de la politique du gouvernement togolais qui s'est assigné pour mission de promouvoir la santé et l'éducation pour tous. M-Afrique apporte l'espoir à des populations dans les zones rurales et à des populations qui ne pouvaient pas avoir accès à ces soins de qualité. Et donc nous disons un grand merci. Et nous sommes venus ici aussi souhaiter que les 10 prochaines années soient aussi réussies que la première décennie d'M-Afrique. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence, Fort Eswatini Nyasimbe, ne reste pas en marge de ces activités menées alors. Il reste toujours disponible pour contribuer à atteindre les objectifs. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au nom du gouvernement, permettez-moi de réitérer une fois encore ma gratitude à M-Afrique pour cette initiative. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble de nos partenaires pour leurs apports multiformes dans la mise en œuvre des OMD. Des distinctions ont été remises aux différents partenaires et membres de l'ONG.
Le premier prix est revenu au chef de l'État dans la vision et la promotion de la responsabilité sociale et du volontariat au Togo. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle cette information. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a effectué un voyage ce lundi à Cotonou, au Bénin, où se sont tenus les travaux du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre de haut niveau présidée par Thomas Yahi Boni, président du Bénin et président d'exercice de l'Union, avec à l'ordre du jour les perspectives de l'institution 20 ans après sa création et surtout les efforts d'éradication de la maladie à virus Ebola. Merci. Excellente soirée. Au revoir.